Le Gabon compte près de 10 000 km de routes principales, dont seulement 936 km sont bitumés, ce qui rend impraticables certains axes routiers, notamment en saison de pluie, et qui entrave la circulation des personnes et des biens. Comment inverser la tendance à court terme? La réponse dans une poignée de secondes avec mon invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24, infrastructure routière publique. Comment inverser la tendance actuelle à court terme? La réponse avec Arnaud Calixte Ngonji Alonji. Il est le ministre gabonais de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, on ira crescendo dans notre émission. Commençons par la capitale gabonaise. Qu'est-ce qui est prévu à court terme comme travaux au niveau de la capitale gabonaise, Libreville? Écoutez, comme vous avez dû voir, nous avons un vaste projet que l'on appelle l'amélioration des conditions de circulation dans la capitale gabonaise. L'idée, c'est au-delà des grands projets d'infrastructure, quand même essayer de rapprocher le réseau routier des populations. Vous savez que Libreville compte pour la plus grande partie de nos populations. Donc nous essayons de regarder certaines des voiries et autres routes de la capitale qui ont été délaissées depuis quelques années. Alors, circuler, il est vrai, dans certains axes de la capitale gabonaise est comme une sorte de calvaire pour les populations. On a quand même vu les travaux entamés au niveau du lac Bleu, c'est dans le premier arrondissement de Libreville. Peut-être rassurer les populations par rapport au délai de livraison de ce chantier-là quand on sait que la rentrée scolaire pointe déjà à l'horizon. Disons déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous avez un ensemble d'ouvrages hydrauliques sur le réseau routiers de la capitale gabonaise qui sont assez vieux. C'est le cas au lac Bleu en face de la station Petro-Gabon, comme c'est le cas sur le boulevard Triomphal. Donc à la base, l'idée c'était plus une question d'urgence et de sécurité des usagers de la route qui nous a amené à intervenir. Les travaux se déroulent en deux phases. Vous avez vu la première phase s'est déroulée avec de bons résultats. Nous avons pu rattraper le calendrier ou bien au moins avancer sur notre calendrier. Là, nous attaquons la deuxième et dernière phase qui consiste à réparer le tronçon dans le sens Ovendo Aéroport. Dans le cadre de l'organisation du travail, nous avons pu ouvrir une petite bretelle pour permettre aux gens de continuer à circuler. Les travaux étaient prévus s'achever le 15 octobre prochain. Là, du peu d'informations qui remontent du terrain, on devra avoir une fin de chantier le 25 septembre. C'est avant la rentrée qui, je pense, est prévue à la fin du mois, mais nous avons également pu structurer le chantier de façon à ce qu'à partir du 9-10 septembre, on ouvre déjà une deuxième voie de circulation dans le sens Ovendo Aéroport. La saison des pluies, monsieur le ministre, est déjà de retour. Les riverains de ce quartier-là, du lac Bleu, s'inquiètent quand même par rapport au risque d'inondation lié au chantier. Non, je pense que le chantier ne comporte aucun risque d'inondation. Ce que vous avez, c'est que l'urgence était de faire la pose des deux buses métalliques, ce qui a déjà été fait. Donc ici, l'urgence est maintenant d'avoir la tête de buse côté lac Bleu en béton. C'est ce qui nous retarde aujourd'hui. De ce côté, le travail est un peu plus complexe parce qu'on a des conduites d'eau. Les conduites principales de l'eau de la capitale qui sont là et donc essayer de couler du béton dans cette situation, dans cette configuration est un peu plus délicat que l'autre côté où nous avions le champ libre. Mais à partir du 10, nous devrions avoir suffisamment avancé pour rouvrir au moins une deuxième voie à la circulation dans le sens Ovendo Aéroport et avoir minimisé le risque d'inondation dans ce secteur. Ce axe est important, mais il y a également d'autres quartiers touchés par ces risques d'inondation, notamment dans la commune d'Akanda. Il y a certaines populations là-bas qui, chaque année, lorsqu'il y a des pluies, en fait, c'est un véritable cauchemar parce qu'il y a un manque de canalisation. Est-ce que le ministère dont vous êtes le patron a pensé à entamer des travaux au niveau de la commune d'Akanda et au niveau d'autres quartiers à Libreville qui seraient engloutis par ces inondations-là? Oui, si vous avez pu suivre la communication du ministère, nous sommes déjà quasiment à un mois et demi de notre campagne d'assainissement.
Elle consistait justement à essayer d'anticiper le retour des pluies en procédant au curage des caniveaux et des lits de rivière dans l'ensemble des localités. Nous sommes aujourd'hui dans Libreville et nous devrions continuer même lorsque les pluies auront démarré dans les communes d'Akanda et d'Ovendo. Du côté d'Akanda, vous avez également vu que nous sommes en train de faire beaucoup de travaux dans les zones. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que habituellement, les travaux publics et les mairies s'intéressaient aux axes principaux. Là, si vous allez dans les communes d'Akanda, nous arrivons maintenant dans les ruelles, dans les quartiers ou bien les petites cités, histoire d'améliorer le niveau de canalisation et de contrôle des eaux pluviales. Donc, tout ce qui est cité Cherco, première cité, on est en train de vraiment faire beaucoup de travaux là-bas pour essayer de nous assurer que lorsque les pluies reviennent, on a une meilleure circulation des eaux. Il y a certaines populations qui pensent parfois être oubliées des travaux publics, des populations par exemple des belles peintures. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous connaissez, en partant de l'échangeur du 5 pour l'échangeur d'Awanje, à ce niveau-là, quand il y a la saison des pluies, les eaux ne circulent pas parce qu'il semblerait qu'il y ait une buse qui soit complètement obstruée. Est-ce que le ministère des Travaux publics a prévu quelque chose à court terme pour ces populations-là ? Non, ce qu'il faut que nous évitions, c'est vendre des projets aux populations qui n'auront ni impact ni sens dans ce à quoi ils sont confrontés. Comme je vous disais, nous avons un ensemble de buses comme ça affaissées sur des grands axes routiers. Lesquels axes ? Vous avez le boulevard Triomphal. Si vous regardez en face du palais du Sénat, vous avez 2-3 zones d'effondrement. Vous avez l'axe Belle Peinture dont vous parlez. Nous avions Petro-Gabon Charbonnage. Vous allez avoir aussi au niveau de l'ancien siège du Conseil d'État, juste avant l'échangeur de la RTG, l'ancienne RTG. Vous avez aussi de gros travaux à faire à ce niveau. Donc, ce que nous disons, c'est que c'est nécessairement une programmation. Nous ne pouvons pas ouvrir. Rien n'est prévu pour derrière le tribunal, monsieur le ministre. Là-bas, il y a un éboulement total de la voie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question restera la même. Si vous partez de belles peintures derrière le tribunal, les questions restent les mêmes. Nous ne pouvons pas engager des travaux importants de rupture de circulation dans 3, 4, 5 zones en même temps. Il nous faut toujours des voies de servitude pour permettre aux gens de circuler. La partie derrière l'école normale est une partie dans laquelle nous interviendrons très prochainement dans le cadre justement du projet avec Colas. Donc, ces projets-là arrivent de façon globale. Il ne nous sert à rien d'entamer un quartier juste pour réparer une buse, alors qu'on a un programme complet qui arrive à améliorer la circulation dans la zone. Donc, derrière l'école normale est prévu. Nous essayons même dans ce quartier de rouvrir la voie qui part de derrière l'école normale pour sortir non loin du bas de Guégué dans la zone du lycée d'État à la descente. Donc, on a tout ça dans notre plan de travail. L'idée maintenant, c'est de dire oui, il y a de la frustration parce que ça va faire quelques années que ce type de chantier n'a pas été vu dans la capitale. Ou qu'ils ont été entamés, mais qu'ils ne sont pas allés jusqu'à leur livraison. Oui, c'est un peu notre cheval de bataille aujourd'hui au ministère, c'est de redorer le blason du ministère. Vous voyez tous les efforts que nous faisons au niveau du charbonnage pour finir dans les temps. Et même un peu en avance, c'est vraiment pour montrer qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est d'entamer des projets, de les boucler dans les budgets et dans les temps. Donc, de ce côté, vous pouvez être rassurés, toutes les équipes sont mobilisées pour garantir que les choses se font. C'est pour ça que vous ne nous verrez pas entamer 150 chantiers juste parce qu'il y a la frustration. Il vaut mieux gérer la frustration des populations et lorsque nous arrivons dans un secteur, travailler le secteur de façon à ce que lorsque nous sortons, il y ait peut-être quelques petits éléments de circulation à régler, mais que l'essentiel soit fait. Monsieur le ministre, on espère que le chantier de la capitale gabonaise, ou du moins les chantiers, pourront être livrés d'ici 1-2 ans, qu'on aurait une nouvelle capitale. Le projet global dure 30 mois, mais ce que vous avez, c'est que ce sont des sous-projets. Et si vous regardez le bas de Guégué, derrière le Triécoli Posteux, ce projet-là est fini. On attaque maintenant Diba qui va finir, on va attaquer Montalier. Donc, ce sont des mini-projets dans un vaste projet d'ensemble d'amélioration des conditions de circulation. Donc, vous avez à peu près 30 mois. Et on a une deuxième phase qui arrive, qui va intégrer maintenant d'autres quartiers comme Akournam et puis Montalier. Non, Montalier, c'est ce mois-ci, c'est Bambouchi qu'on va intégrer. Donc, vous avez d'autres zones que nous sommes en train d'étudier de façon à nous assurer que les zones
où il n'y a même jamais eu de frémissement de chantier, connaissent un peu de travaux d'infrastructure et de voirie. Alors, Monsieur le ministre, Libreville, c'est bien, c'est la capitale gabonaise, c'est la vitrine du pays, mais Libreville ne constitue pas le Gabon dans son entièreté. Il y a également la route, la nationale 1. On a vu les travaux effectués du PK5 au PK12, mais depuis, il y a comme les machines sont aux arrêts. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe concrètement après le PK12. Non, ce n'est pas les machines sont à l'arrêt. Nous avons décidé de résilier le contrat avec le prestataire qui avait été sélectionné. Monsieur le ministre ? Pour des raisons simples, le prestataire ne respectait pas les stipulations du marché. Donc, ce marché avait été, c'était un marché par appel d'offres. L'une des conditions de l'appel d'offres, c'est que le prestataire devait s'engager à investir sur fonds propres à peu près 50 milliards de francs CFA. Ce qui faisait qu'ils avaient 50 kilomètres à peu près sur cette voie qui devait être effectuée sur fonds propres. Et ensuite, maintenant, l'État, via un financement ou via le budget, devait prendre le relais pour les financements. De son côté, le prestataire se plaint que l'État n'aurait pas épuré une certaine dette, environ, on parle de 10 milliards de francs CFA. Il n'y a pas de dette de 10 milliards. Ce qu'il y a, c'est que l'État, dans le cadre de la mobilisation du prestataire, avait effectivement pris l'engagement de payer une avance, une contrepartie de la part État de 10 milliards. Les problématiques qu'il y a eu, c'est que le prestataire qui devait enregistrer le contrat devait payer 1 milliard au Trésor public, refusait de payer 1 milliard. Donc un ensemble de petits événements comme ça qui ont fait que l'État décide d'observer, parce que lorsque vous devez engager 10-15 milliards de ressources publiques, il faut avoir la certitude que le prestataire est vraiment sincère dans ses intentions. Et dans le cas d'espèce, il était évident dès le début que la société n'allait pas honorer son engagement d'investir les 50 milliards de préfinancement. Donc nous avons pris les décisions qui s'imposent. C'est celle de résilier le contrat et de chercher une autre issue à ce chantier. Et quelle est cette issue, Monsieur le ministre, à court terme? C'est le projet de la Transgabonaise. Ce projet qui part justement du PK12 jusqu'à Franceville. On aura le temps d'y arriver, Monsieur le ministre, mais pour le PK12, PK, on va dire 105, qu'est-ce qui est prévu après? Non, c'est pour ça que je vous dis, vous n'allez pas y arriver, vous y êtes déjà. Le projet de la Transgabonaise commence au PK12. D'accord. Ce projet commence au PK12 pour arriver jusqu'à la zone de Ndjolé, et ensuite du pont à Lembe, on arrive à Lastourville. C'est ça le projet de la Transgabonaise. Donc à partir du 15 septembre, on aura le temps d'en parler plus tard si vous voulez, mais c'est la solution est intégrée. D'accord. Expliquez-nous alors ce projet. Comment cela se fera-t-il et en combien de temps? Ce que vous avez, c'est que le projet se déroule en 3 phases. En 2 ou 3 phases principales. La première phase, c'est avoir un démarrage des travaux au PK12 pour régler la question PK12, PK105. Ce démarrage, c'est celui qui commence à partir de la fin du mois de septembre, là, entre le 15 septembre et la fin du mois de septembre. Et on peut espérer ensuite, combien vraiment PK12, PK105? Du 20 mois de travaux. Parce qu'il y a le PK80 minimum 20 qui constitue quand même un problème pour les usagers de la route. Oui, mais comme je vous disais, nous ne faisons que... Ce que nous avons à faire, c'est une stratégie double. Si je reviens d'abord sur le projet, vous avez donc PK12, PK105 qui est la première phase que nous démarrons immédiatement. Ensuite, malheureusement, ce que vous avez, c'est que de Pont d'Alembe jusqu'à Lastourville, vous avez quand même une zone avec beaucoup de zones de sensibilité. Vous allez traverser la réserve de la Lopé. Vous connaissez les conditions environnementales qu'il nous faut respecter. Donc, on a un ensemble d'études. Après le Carrefour Mikui, vous avez 60 km de routes qui sont de la forêt vierge qui n'a jamais été entamée. Donc, les études là-bas vont prendre un peu de temps. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous attaquons PK12, PK105. Pendant cette phase de chantier, nous allons attaquer les études. Et ensuite, à partir de juin de l'année prochaine, on attaque maintenant la partie à Lembe jusqu'à Lastourville. Maintenant, sur la partie PK80, ce que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons essayé de renforcer la régie de Makokou en louant du matériel de travaux publics. L'idée pour nous, c'est de dire nous allons faire des travaux d'entretien, maintenir la route carrossable en toute saison latéritique. Est-ce que ces travaux ont commencé? Ils ont commencé. On a rétabli la circulation là-bas au mois de juillet. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que c'est une campagne. D'ici la mi-septembre, on va refaire une passe pour s'assurer que ces travaux que la circulation soit maintenue.
mais il ne nous sert à rien d'injecter des moyens importants dans cette portion de trajet, alors que dans un mois ou dans un mois et demi, on devrait avoir un projet beaucoup plus vaste. Donc l'idée, c'est en 2 temps. En parlant de moyens, le président de la République l'a dit, et vous avez bien fait de le rappeler, l'État a pu faire des bénéfices ces dernières années. Il y a assez pour investir, notamment dans les routes. Est-ce que cette route de la Transgabonaise se fera sur fonds propres de l'État? Comment va-t-on financer cette route? La difficulté que nous avons eue sur les chantiers précédents, c'est justement cette notion d'un État qui investit dans des projets d'infrastructure sur fonds propres. C'est ce que nous faisons lorsque nous sommes un pays qui n'est pas très attractif, mais le Gabon est un pays attractif. Nous avons des partenaires qui veulent bien prendre le risque d'investir au Gabon. Donc ce projet est un partenariat public-privé. L'idée ici, c'est que des investisseurs qui sont concernés par les questions de trafic, de transfert de marchandises ou de produits de première nécessité, décident d'investir sur une portion d'autoroute ou une portion de route et ils installent un péage pour essayer d'entrer dans leur fonds. Dans le cas d'espèce, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs. Lorsqu'ils seront dévoilés, vous verrez qu'ils ont un intérêt manifeste à avoir une bonne circulation de certains produits qu'ils fabriquent eux-mêmes ou qu'ils commercialisent. Et donc l'intérêt est là. L'idée, c'est que l'État ne doit pas porter sur son budget des chantiers d'une telle envergure. Ce n'est pas sain pour notre Donc les parts ont déjà été réparties entre ce que les opérateurs privés pourraient porter et ce que l'État devrait porter. Non, l'entièreté de l'État a un modèle simple, c'est que le projet est financé à 100% par les partenaires privés. Et lorsque le modèle économique, ils sont identifiés. Lorsque le modèle économique montrera un manque à gagner pour le partenaire entre les recettes qu'il va tirer, soit des péages, soit de la location d'espace pour le transfert de fibres optiques, le transfert d'eau, d'électricité et les petits commerces, les stations-service, il y a un ensemble d'éléments autour du modèle économique de la route qui font que le partenaire devrait générer suffisamment d'argent pour entrer dans ses fonds. L'État n'interviendra qu'en fin de cycle lorsque la rentabilité économique du modèle peut être éprouvée du fait du faible volume de trafic. Là, l'État peut intervenir pour compenser le partenaire. Alors, vous avez parlé de 20 mois pour le premier tronçon. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite, pour assurer aussi les populations qui sont des usagers de cette route-là? Donc, comme je vous disais, c'est qu'on fait les études. On a 2 types de contrats aujourd'hui. Vous avez dit la stratégie est double. C'est que dans le cadre de notre stratégie, c'est que nous avons les projets structurants et nous avons la réhabilitation des subdivisions des travaux publics. L'idée, c'est que pendant que les contrats se mettent en place, pendant que le chantier s'ébranle et arrive au PK 80, entre-temps, nous avons les subdivisions qui maintiennent les routes carrossables en toute saison. Donc, sur le projet de la Transgabonaise, vous allez avoir de nouveaux équipements sur la partie Lopé, de façon à entretenir la voie entre Alembe et Lastourville en toute saison. Et puis, lorsque le projet arrive, maintenant, c'est le partenaire qui construit, qui aménage et bitume ce tronçon. Monsieur le ministre, seulement 10% des routes sont bitumées au Gabon. C'est presque invraisemblable en 2019. Comment en est-on arrivé là? Comment peut-on remédier à cette situation quand le Gabon a l'ambition de développer des projets, notamment dans le tourisme, dans l'agriculture? Est-ce que ça ne vous fait pas froid au dos comme à certains Gabonais, 10% seulement du territoire national qui est bitumé? Non, je pense que ce sera toujours une question de modèle économique, ce sera toujours une question de comment nous voulons structurer le développement et l'investissement dans le domaine des infrastructures. Je dis ce qui est une politique avant, je n'ai pas apporté de jugement, mais la politique avant était de dire l'État investissait sur fonds propres. Alors si vous regardez la route Port-Gentil-Omboué, elle coûte 340 milliards de francs CFA. Donc, si vous devez faire un ensemble de routes comme ça sur fonds propres, rien que pour 2-3 tronçons comme ça, vous avez entamé plus de la moitié de votre budget de l'année. Et là,
Dans le cas d'espèces, vous avez entamé 80% de votre budget d'investissement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire quels sont les pôles de développement économique et comment est-ce que nous pouvons intéresser des partenaires à investir sur les infrastructures et sur le réseau routier. Alors, Un exemple simple, oui, allez-y. Vous avez du côté de Mekambo des sociétés qui sont très intéressées par le fer de Belinga. Par exemple. La même société a une mine de fer de l'autre côté de la frontière au Congo, une mine de fer de l'autre côté de la frontière côté Cameroun. Et lorsqu'ils regardent, ils se disent, voilà, s'ils doivent évacuer par les ports de Kribi ou autres, ou des ports au Cameroun, ils ont 300 km de route à construire. Il devient plus intéressant pour eux de dire, OK, nous passons par Mekambo, Makokou, et nous essayons de rejoindre le réseau routier existant au niveau du Gabon, parce que c'est 160 km à peu près à construire. Alors, est-ce qu'il y a des priorités par rapport à cette cartographie des chantiers liés à la route au niveau du Gabon? Comment vous comptez, dans les années qui arrivent, dans les années qui vont suivre, essayer d'évacuer tous ces chantiers-là? C'est toujours, comme vous disiez tantôt, que la route est un vecteur de développement, c'est un vecteur de croissance économique. Donc, ce que nous regardons en priorité, c'est qu'est-ce que nous allons chercher? Oui. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des biens? Est-ce que ce sont des marchandises? C'est pour ça que vous allez avoir dans les priorités la route Ovan-Makokou, Makokou-Okonja, qui est une grande route forestière avec une grosse zone d'agriculture qui est en train de se développer dans la zone de Zolende avec le ministère de l'Agriculture, devient un schéma directeur important pour nous. Vous avez la route de Médoune, où vous arrivez à la frontière du Cameroun au nord. Et où il y a les monts de cristal à visiter. Oui, mais vous raccourcissez surtout le trajet entre le Grand Nord et la capitale, qui est quand même une zone où nous allons beaucoup nous approvisionner en produits de première nécessité. Donc voilà une autre façon de prioriser nos chantiers. La route de la Transgabonaise, c'est la route économique. Son nom suffit à évoquer ce qu'elle représente pour nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une priorisation en fonction de ce que nous allons tirer, de ce que nous allons chercher, de l'intérêt économique ou de l'intérêt social de ce que nous faisons. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il y a des priorités, mais j'insiste sur le développement du tourisme au niveau du Gabon. Il y a des sites comme Coco Beach et Donguila, de sites qui sont parfois impraticables complètement en saison des pluies. Est-ce que le ministère des Travaux publics a prévu quelque chose pour avoir accès à ces sites-là? Sinon, quels sont les mécanismes pour y avoir accès? Non, mais lorsque je vous disais tout dépend de ce que nous allons chercher, je ne parlais pas que des personnes ou de la marchandise, c'est aussi ce que nous voulons vendre de notre pays. Et au moment où le ministre du Tourisme lance une grande politique nationale du tourisme pour stimuler le tourisme et améliorer la participation du tourisme dans l'économie nationale, vous comprenez bien que ces deux priorités vont l'une dans l'autre. Nous ne pouvons pas développer le tourisme si nous n'avons pas les moyens d'amener les touristes vers les sites que nous voulons visiter. Dans le cadre de ce que vous évoquez, vous avez certains hommes politiques ont un œil dessus parce qu'il y a des investissements importants qui vont arriver là-bas. Le secteur que vous évoquez, Ntoum-Coco Beach, ne va pas juste sur la route Ntoum-Coco Beach. En fait, le projet que le ministère des Travaux publics suit, c'est aussi la route du Cap Esterias. Parce que lorsque vous regardez, le Cap et Coco Beach sont à 25 minutes en bateau. Aller par voie fluviale. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une zone balnéaire de ce côté. Et donc nous avons ces deux axes dans nos priorités. La route du Cap Esterias, nous essayons d'en faire même une 2 fois 2 voies pour améliorer le transfert des personnes. Dans une première phase, nous allons la réhabiliter complètement. Il y a à peu près 600 mètres qui sont très très défectueux. Donc nous allons avoir une belle route pour aller au Cap Esterias. Nous entamons la route Ntoum-Coco Beach. On a déjà commencé à envoyer les équipes pour les travaux de réhabilitation en latérite pour le moment, en attendant justement de trouver un partenaire qui pourrait être intéressé par le développement du tourisme de ce côté et donc nous accompagner dans l'investissement sur la voie. Donc l'idée c'est d'avoir ce triangle entre Libreville, Ntoum, Coco Beach et la voie du Cap Esterias pour développer ce secteur touristique qui est, comme je vous disais, à 25 minutes en bateau l'un de l'autre. Merci à vous, Monsieur le Ministre. C'est ici que nous refermons cette première partie de cette émission Décryptage. On se retrouve tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission Décryptage sur Gabon 24 avec moi pour parler des
travaux liés aux travaux publics et aux infrastructures. Le ministre Arnaud Calix Ngonji Alonji, ministre de l'équipement, des infrastructures et des travaux publics au niveau du Gabon. Alors, monsieur le ministre, on parlait certes de développement touristique, parfois entravé par certains tronçons qui ont du mal à être praticables, surtout pendant la saison des pluies. Il y a également certains tronçons routiers qui souffrent encore de contentieux entre l'État gabonais notamment et certaines entreprises, notamment le groupe Sericom Sontulo. On peut parler de l'axe Ndende Mayumba. Qu'en est-il exactement? Non, le problème que vous avez, c'est une réforme que nous sommes en train d'initier au niveau du Conseil des ministres et du Parlement, c'est que aujourd'hui, lorsque une section de route entre en contentieux, il nous est difficile de l'utiliser ou même de se la réapproprier. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez, par exemple, au Vent Makokou, on avait un contrat avec CFHEC, c'est pareil. On a la partie Koumameyon, la route qui mène à Koumameyon, avec Sino Hydro. On a ces contrats avec Santulo. Et malheureusement, lorsque ces contrats arrivent au niveau du contentieux, nous ne pouvons obtenir aucun autre financement tant que nous n'avons pas réglé les contentieux avec les partenaires en question. Donc nous sommes en train d'essayer de regarder comment introduire une modification à la loi qui dirait que, passé un certain délai de règlement à l'amiable, le contentieux qui est introduit libère l'emprise sur le patrimoine routier de façon à ce que nous puissions lever d'autres financements et finir nos chantiers. Parce que les contentieux, comme vous avez vu dans le cadre de l'affaire Santulo, ne sont pas forcément du fait de l'État ou de la responsabilité de l'État. Ce qui se passe, c'est que souvent, certains partenaires se comportent mal et malheureusement, lorsque vous arrivez au contentieux, ce tronçon est bloqué. Tant que vous n'avez pas levé le contentieux, aucun autre partenaire ne va accepter de prendre un risque d'investir sur une zone où il pourrait être exproprié par une décision de justice tout de suite après. Donc ici, nous sommes tributaires de la vitesse des tribunaux. Donc les populations sont obligées d'attendre ainsi que les usagers de cet axe-là? Malheureusement, oui, parce que essayer de, si je peux caricaturer, c'est comme une scène de crime. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans les phases d'arbitrage, il arrive que le tribunal commandite une mission d'experts pour vérifier certaines allégations de l'une ou l'autre des parties. Or, si derrière vous avez eu à intervenir sur ce tronçon routier et qu'une expertise internationale est demandée pour faire un point, c'est le cadre de la route nationale PK12, PK105 avec Eurofinza. Lorsqu'on a eu le mois dernier, ou il y a 6-7 mois plutôt, un expert, on a vu qu'on avait pour 15 milliards de défauts de construction sur ce tronçon. Donc malheureusement, je dis bien, c'est un peu comme une scène de crime que vous ne pouvez pas violer. Quand vous constatez les défauts sur le tronçon routier, qu'est-ce que les travaux publics font? Est-ce que vous revenez après ou non, on comme laisse je disais, tant que c'est dans le contentieux, ce que nous faisons, c'est que nous faisons valoir cette expertise au niveau du tribunal pour dire, voilà, si le partenaire réclame 50 milliards de francs CFA, eh bien, nous allons déjà essayer de réduire ses prétentions du niveau des travaux mal effectués, ou si c'est nous qui sommes à l'offensive en train d'attaquer, ce sont des preuves que nous apportons pour justifier soit de la rupture du contrat du fait de l'État, soit du fait que l'État demande aussi aux partenaires de restituer des sommes qu'il aurait perçues indûment. Il n'y a pas de développement sans route, monsieur le ministre. Est-ce que la route Omboué-Mandilou fait également partie de ces axes liés à certains contentieux? Non, mais après, ce sont toujours des voies que vous allez devoir regarder. Je n'ai pas tous les contentieux en tête, mais ce que vous devez regarder, c'est que certains de ces axes entreront dans un niveau de priorité qui n'est pas le même que PK12, PK105. Je pense que nous ne devons pas vendre du rêve à nos populations. L'idée, c'est que le reste du réseau routier qui n'entre pas dans les priorités immédiates, c'est la réhabilitation des subdivisions des travaux publics, parce que nos populations sont suffisamment matures pour comprendre certaines de ces priorités. Et tout ce qu'elles demandent, en fait, c'est de dire, OK, nous ne sommes peut-être pas dans la priorité pour un aménagement avec des couches de roulement en bitume et ainsi de suite, mais nous pouvons au moins avoir une route carrossable en toute saison qui est latéritique et qui est entretenue par les subdivisions des travaux publics. Donc c'est vraiment cet équilibre entre les deux stratégies que nous essayons de trouver à chaque fois. Pour revenir, allez-y monsieur le ministre. Donc cette route, les routes Omboué,
je dis Ndende, Chibanga, on a encore une portion de route qui n'est pas faite. On a des routes du côté de Bigou, de Mimongo, qui sont des routes que nous devons entretenir en attendant que ces voies soient bitumées. Et ça, c'est le rôle des travaux publics en tant que régie et subdivision. Pour revenir sur la transgabonaise, pourquoi en faire aujourd'hui une priorité alors qu'on sait que le gouvernement avait déjà envisagé certains chantiers? Par exemple, on a souvenance de cette ligne ferroviaire qui devrait relier Libreville à Mayumba, mais qui n'a pas démarré. Pourquoi aujourd'hui la priorité des priorités se positionne sur la transgabonaise? Ce n'est pas priorité des priorités, mais le développement des infrastructures répond à une certaine cadence, à une certaine séquence. Oui, vous allez avoir du chemin de fer, mais si vous n'avez pas de route, votre chemin de fer ne vous sera pas très utile. Donc, c'est comme dire que nous allons essayer d'ouvrir un aéroport dans une zone qui n'a pas de route. Les passagers arrivent, ensuite ils font quoi? Donc, l'idée ici, c'est vraiment de dire nous devons prioriser. Nous devons également regarder le fait que nous sommes dans une phase de crise. Une ligne de chemin de fer pour arriver à Mayumba, c'est un très beau projet. Je sais même que le projet partait même plus du côté de Franceville parce qu'il y a un ensemble de matières premières et de terres rares et riches dans ce secteur. Mais la réponse est simple, c'est que si nous avons les difficultés que nous avons pour finaliser PK12, PK105, j'aimerais bien prendre le thé chez votre spectateur qui va accepter d'entendre que nous commençons une ligne de chemin de fer alors que nous n'avons pas encore fini l'épine dorsale de notre pays qui est la route économique. C'est le b.a.-ba. C'est vraiment une question aujourd'hui de logique et de priorisation des actions de l'État. Personne ne comprendrait que nous soyons en train de faire une ligne de chemin de fer lorsque la route économique, lorsque la route nationale 1 n'a pas encore été finalisée. Et les Gabonais vous regardent et attendent que ces travaux démarrent. Vous les rassurez qu'ils vont donc commencer à la mi-septembre? Je les rassure, je suis un commis de l'État. J'exécute les instructions des plus hautes autorités. Le président de la République s'est prononcé lors d'un discours solennel le 17 août dernier, le 16 août dernier au soir. Le Premier ministre l'a réitéré. Le Premier ministre l'avait déjà annoncé dans son discours de politique générale. Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est d'exécuter. Pas de perdre de temps dans les discussions avec nos anciens partenaires. C'est maintenant regarder de l'avant. Et nous sommes très avancés dans les discussions avec nos partenaires. Malheureusement, ce n'est pas un secret. Ce qui se passe, c'est que le partenaire qui nous accompagne est coté en bourse. Et donc, les règles de la bourse font que tant que nous n'avons pas tout ficelé et signé, nous ne pouvons pas donner son nom. Sinon, c'est comme s'il essaie de faire jouer le cours de sa société à la Bourse de Paris. Et donc, ça peut les rattraper. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas encore parler de qui c'est parce que les règles de la bourse et du CAC 40 imposent que le contrat soit ficelé et que ce soit désormais irréversible avant qu'eux ne puissent en parler. Donc nous aurons une communication en parallèle, du partenaire et du gouvernement de la République en même temps. Monsieur le ministre, vous êtes également ministre des Infrastructures et on remarque que l'État est encore trop locataire chez lui. Pourquoi, monsieur le ministre? Est-ce que ce ne serait pas prioritaire de construire également des bâtiments pour certains ministères et même l'Assemblée nationale aujourd'hui, dont les travaux ont démarré, mais qui peinent encore à voir leur achèvement? C'est toujours une question de stratégie. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que vous avez deux pans. Vous avez d'abord le premier pan de l'État locataire. Malheureusement, beaucoup des contrats de location de certains édifices résident dans les ministères titulaires de ces bâtiments ou propriétaires ou locataires de ces bâtiments. Ça veut dire que le ministère du Budget gère son bâtiment, le ministère des TP, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous avons initié des discussions avec nos collègues pour dire il y a le ministère des Infrastructures. Il est beaucoup plus logique pour nous de rassembler tout ce patrimoine autour du ministère des TP pour ce qui est de l'entretien, pour ce qui est de la construction également. Donc cette discussion pour l'existant est en train de se tenir. Maintenant, ce que nous avons, c'est que nous avons également le projet de la cité administrative. Ce projet de la cité administrative, nous sommes en discussion avec des partenaires. Nous sommes vraiment dans les premières étapes de définition des termes de référence. Nous essayons de solliciter nos collègues pour savoir de quoi ils ont besoin. Mais
pour vous le mettre en cohérence, le projet de la cité administrative, c'est toujours une des parties intégrantes du projet du champ triomphal qui est contenu dans le plan stratégique Gabon émergent. Vous avez le bord de mer qui est censé être la baie des Rois aujourd'hui, qui était une façade, et vous deviez avoir toute la zone du boulevard Triomphal qui faisait un peu l'office de quartier, quartier des affaires et quartier administratif, avec en pointe la cité de la démocratie où nous aurions le palais des congrès et certaines de ces zones où on peut avoir des conférences et ainsi de suite, pour montrer la cohérence du projet global à ce niveau. Monsieur le ministre, on est peut-être encore dans trop de projets, de visions, d'ambitions, mais concrètement aujourd'hui, les travaux publics n'envisagent rien construire de nouveau pour alléger les dépenses de l'État. Ce que je viens de vous dire, c'est que nous envisageons de construire la cité administrative. Mais c'est pour une vision... Le long du boulevard Triomphal. D'accord, mais ce que je dis, c'est que nous n'allons pas non plus annoncer, parce qu'il faut sortir d'une question difficile, des choses qui ne vont pas se faire demain. Et pourtant, le président de la République l'a dit, on a assez de moyens maintenant pour lancer les investissements. Mais les moyens, les investissements ne sont pas que dans les bâtiments administratifs. Les investissements sont dans la santé, les investissements sont dans l'éducation nationale, les investissements sont dans la sécurité. Mais puisque vous parlez d'éducation, monsieur le ministre... Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'une nouvelle prison. On a un ensemble de priorités et il faudra à un moment faire des choix, prioriser ce que nous allons faire de façon à ce que nous ne soyons pas en train d'injecter de l'argent dans un secteur qui est de deuxième niveau de priorité. Donc le gouvernement n'a pas encore réfléchi aux priorités actuellement? Non, je vous dis, les priorités, c'est la santé, c'est l'éducation. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos populations que nous gardons nos élèves en sureffectif et que nous logions l'administration dans 50 bâtiments flambant neufs et qui auraient coûté des cents et des mille? Personne ne le comprendra. Ça fait quand même quelques années que le Gabon n'a pas construit de nouvel établissement pour ces élèves-là. Raison de plus pour commencer par ça plutôt qu'aller construire des bâtiments flambant neufs. Est-ce que votre ministère a pensé à construire Vous avez vu mon bureau? Si demain vous dites qu'on me déménage d'un bureau qui fait 400 mètres carrés, alors que je suis très bien ici pour aller me loger dans un nouveau bâtiment flambant neuf, j'aimerais parler au professeur qui n'a pas de bureau pour corriger les copies de ses élèves. Est-ce que vous travaillez en collaboration, vous l'avez dit, avec vos collègues, par exemple de l'Éducation nationale, pour aller un peu plus loin dans la construction d'établissements dans la capitale gabonaise, mais pas seulement, il y a certains élèves qui sont complètement abandonnés au niveau des provinces, dans Langounié, Lanyanga, Fougamou par exemple? Le programme de l'éducation nationale a un ensemble de volets qu'il faut peut-être expliquer ici. Le premier des éléments, c'est d'abord comment nous faisons pour utiliser l'existant. Un exemple simple, c'est que vous avez des zones où vous avez de la surcapacité. Donc il y a la question de la construction de nouvelles salles de classe, mais il y a aussi la question de la construction d'internats, pour permettre justement aux élèves qui sont dans des zones dépourvues ou ayant une capacité d'accueil moindre de pouvoir migrer vers soit la capitale provinciale, soit une autre ville, et ainsi de suite. Donc nous sommes en discussion dessus. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la construction de 5 nouveaux amphithéâtres à la rentrée académique 2019-2020. À la rentrée académique 2019-2020. Le partenaire a été identifié. Et nous sommes maintenant en train de finaliser les phases contractuelles. Donc, que les populations soient rassurées. Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures essaye du mieux que nous pouvons de balayer l'ensemble des priorités et des questions qui se posent à nous. Donc, nous devrions avoir au moins 3 amphis sur Libreville, l'autre à Franceville et certainement au Vendo pour avoir cela. Nous avons également, pour ceux qui ont pu voir, fait une certaine visite au nord de Libreville, dans la zone d'Akanda, du côté de Okala-Rivière. On a des immeubles qui sont construits là-bas qui ne sont pas utilisés, que nous essayons de récupérer pour en faire des structures d'accueil. Monsieur le ministre, lorsqu'il y a appel d'offres pour ces questions, par exemple de construction d'amphithéâtres ou de construction de routes, certaines petites et moyennes entreprises se plaignent souvent d'être un peu délaissées. À quel niveau ces PME se positionnent-elles dans le schéma de construction du Gabon? Si je finis votre question, il y a le mot PME gabonaise, pas de droit gabonais, mais détenu par des nationaux. Je pense que la question complète, c'est celle-là. Si vous vous renseignez auprès des petites et moyennes entreprises qui travaillent avec nous, elles vous diront que nous avons aujourd'hui une initiative nouvelle qui est de dire
que nous allons avoir 2 conventions, une convention pour la construction, que ce soit route ou équipement ou infrastructure de base, et une partie location d'engins. Et la règle désormais au ministère des Travaux publics, c'est que la première interface du ministère des Travaux publics, ce sont des petites et moyennes entreprises gabonaises pour les travaux en dessous d'un certain montant. Libre à elles maintenant d'aller sous-traiter avec des plus ou moins grosses entreprises qui pourraient les appuyer. Mais nous avons verrouillé via une convention cadre avec les petites et moyennes entreprises locales pour leur donner une certaine primeur, une certaine exclusivité sur certains types de chantiers. Ça voudrait dire par exemple que pour la transgabonaise, est-ce qu'il y a certaines PME qui peuvent être associées? Pour la transgabonaise, les discussions que nous avons avec nos partenaires, comme pour les voiries de Libreville, c'est de leur dire que les grandes structures s'intéressent à la couche de roulement, à la route à proprement parler, et nous essayons de définir les zones qui sont réservées à la sous-traitance pour les petites et moyennes entreprises locales. Ce sont les trottoirs, c'est la signalisation horizontale et verticale, ce sont les petites choses qui, autour de la route, qui pourraient être confiées à des PME, même qui sont en train de grandir, parce que le risque sur la construction n'est pas très important. Donc nous avons ces discussions avec nos partenaires qui l'ont bien accueilli et qui sont d'accord pour notre nouvelle façon de procéder, qui est de dire que lorsque vous construisez la route, vous laissez le trottoir, la signalisation horizontale et verticale aux petites et moyennes entreprises gabonaises. Pour revenir sur la transgabonaise, ses objectifs et ses enjeux, est-ce que cette route permettrait également d'employer certains Gabonais? Oui, au-delà de ça, même pour revenir sur les PME, sur le cas de la transgabonaise, une autre des discussions que nous avons avec nos partenaires, celle-là n'est pas finalisée, c'est aussi la gestion des carrières. C'est pour dire, est-ce que nous avons besoin de mettre les carrières sous concession du partenaire qui est en train de construire la route, alors que nous savons que ça représente près de 60 à 80% du coût de la route. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des petites et moyennes entreprises locales à qui l'État concède la gestion des carrières qui sont sur tout le long du trajet, et ce sont elles qui deviennent des fournisseurs de latérite, de sable et de gravier aux constructeurs. Ça leur permet de lever suffisamment de financement pour ensuite investir dans leur PME et essayer de se développer autrement. Ensuite, l'autre élément qui est tout naturel, c'est de dire que là où la route passe, au maximum, l'entreprise doit employer des ressources locales. Maintenant, vous allez toujours avoir le problème qui est un autre pendant de la politique du président de la République, qui est de dire comment est-ce que nous poussons nos jeunes compatriotes à s'intéresser à ces petits métiers. Vous avez, aux travaux publics, c'est peut-être le moment de l'annoncer, 600 positions vides pour des conducteurs de niveleuses, de tractopelles, de bennes, et nous avons ces 600 postes pour lesquels nous n'arrivons pas à avoir de main-d'œuvre. Il est vrai que nous avons fermé le centre de formation de Fougamou et que nous devrions regarder, mais ça rentre aussi dans une autre problématique de l'État, c'est de dire que lorsque l'État a arrêté les recrutements, ouvrir l'école de Fougamou implique que tous ceux qui sont formés sont intégrés. Donc, tant qu'on n'a pas réglé la question du recensement... Mais comment on règle la question de la formation, finalement, de ces 600 agents dont vous avez besoin? Nous avons réuni ici tous les acteurs du BTP, qu'ils soient de la CPG ou des petites PME locales, et nous leur avons dit, au même titre que pour l'assainissement, que tous ceux qui ont un marché avec l'État doivent s'enrôler sur la partie contrat d'apprentissage. Vous savez que depuis quelques années, le chef de l'État a mis en place la politique d'apprentissage qui fait obligation à toute entreprise de plus de 50 salariés et vieille de plus de 3 ans de garder 5% de son effectif pour l'apprentissage. Donc, dans le domaine des travaux publics, nous avons verrouillé ces positions pour former justement nos futurs conducteurs, mais dans les entreprises qui sous-traitent chez nous. Il s'agit de Sokoba, Colas, Société de construction d'excellence, Bativer, enfin, l'ensemble des sociétés qui travaillent avec nous. Nous avons désormais un cadre pour dire que ces postes d'apprentissage sont réservés au ministère des Travaux publics pour, permettre la vulgarisation du métier des travaux publics aux jeunes, mais également former les agents que nous aurions à recruter. Donc il y aura de nouveaux recrutements et des agents recrutés qui seront intégrés à chaque fois dans les sociétés avec qui vous collaborerez. Exactement, pour une durée de 2 ans. Cela va même plus loin.
ce que nous avons également introduit au ministère, c'est que la France le fait, ils appellent ça les VIE. Lorsque un jeune devait faire son service militaire, il avait aussi l'option d'aller travailler pour Total, pour une société française à l'étranger. Donc, dans les prochaines conventions, le VIE inversé existe. Ça veut dire que lorsque nous avons un contrat avec Colas, avec China State, ils ont obligation de prendre un certain nombre de jeunes gabonais qu'ils envoient en formation, mais pas en formation théorique, mais en formation pratique dans le pays d'origine de l'entreprise qui sous-traite chez nous. Nous avons déjà eu l'accord de principe de Colas, nous avons eu l'accord de principe de CRBC. CRBC s'est engagé à prendre 5 à 10 jeunes pour 2 ans en Chine pour les former aux métiers pour lesquels nous avons des besoins ici. Et là, ces jeunes intéressés viennent déposer les dossiers au ministère de l'équipement ou plutôt vers CEBC? Non, nous n'interviendrons pas dedans. Je pense que nous avons suffisamment de problématiques de gouvernance et de comportement pour dire que pour que l'initiative soit belle et qu'elle soit adoptée par tous, nous préférons laisser aux partenaires le choix de faire son annonce, de dire voilà, nous avons 10 postes dans le cadre de la convention avec le ministère des Travaux publics. L'État veillera juste à ce que nos compatriotes soient bien traités et que la structure respecte les conditions que nous leur avons fixées. Monsieur le ministre, peut-être pour terminer, qu'est-ce que les Gabonais peuvent retenir en termes de priorité en ce qui concerne la construction de routes, mais pas seulement d'infrastructures en général au niveau de Libreville, la capitale gabonaise, et dans tout le Gabon? Disons, vous devez retenir un ensemble de choses. La première, c'est que nous sommes résolument engagés à changer la perception que les Gabonais ont de notre ministère. Parti de ministère à scandale à ministère à solution. Nous appelons ça les PTT, les petits travaux tranquilles, en disant que ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est les travaux qui entrent dans le contexte de la crise économique, mais qui ont un fort impact social. Donc, si vous avez 500 mètres de voies à réhabiliter, nous allons nous concentrer sur ces 500 mètres de voies à réhabiliter parce qu'ils permettent de desservir un quartier où on a 40 000 personnes qui habitent. Donc, ça, c'est nos nouvelles priorités. Nous avons 2 axes de travail aujourd'hui. Le premier axe sur lequel nous travaillons, c'est l'axe développement, construction de nouvelles routes. Mais l'axe le plus important, pour la simple raison, c'est 80% de notre réseau routier concerné, c'est celui des subdivisions des travaux publics. Pour dire qu'en attendant que la route et le goudron arrivent, nous permettons aux subdivisions de se rééquiper, de reconstruire des bureaux, d'acheter du matériel, d'acheter des engins et donc d'assurer leur mission qui est d'entretenir le réseau routier national. Merci à vous Arnaud Calixte Ngonji Alonji, ministre gabonais de l'équipement des infrastructures et des travaux publics. Avec vous, nous sommes donc revenus sur ces vastes chantiers que compte la capitale gabonaise, mais pas seulement au niveau du Gabon en général. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24.